Bonjour à tous, bienvenue dans Afrique Actu numéro 7 déjà, produit par Global Africa Télé-Sud, en compagnie toujours de notre ami et expert géopolitologue Emmanuel Dupuis. Bonjour Alfred. Bonjour Emmanuel, président de l'IPSE, Institut de prospective et sécurité en Europe. Évidemment, l'Europe en interface avec le monde et en particulier. C'est notre focus, évidemment, en particulier avec l'Afrique. Alors, Emmanuel, encore une fois, l'actualité est riche. Ce jour dernier, les trois pays putschistes, on va dire, enfin, gouvernés par des militaires, le Mali, le Niger et le Burkina, ont adopté un traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ils disent qu'ils ne veulent plus entendre parler de la CEDEAO, qu'ils se sont prononcés d'une manière forte pour la souveraineté de ces États et donc aussi de coopérer entre eux. Mais il y a juste un tout petit problème, c'est que par exemple, le dirigeant malien, il n'est plus officiellement, il n'est plus dans la légalité du pouvoir, puisque la période de transition, en théorie, est achevée depuis un bon moment. Il n'y a rien d'autre légalement pour remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est dans une situation, évidemment, qui est irréaliste et irréelle, dans le sens où, comme vous l'avez justement mentionné, la communauté internationale a pris acte, elle ne peut pas faire autrement, bien sûr, du fait qu'après 4 ans de putsch au Mali, après 2 ans de putsch au Burkina et bientôt 1 an de putsch au Niger, la situation a évolué en se séparant de tous les cordons qui rattachaient ces pays putschistes avec les organisations subrégionales. On va en parler par rapport à la concomitance de l'agenda du sommet de Niamey, donnant naissance à une confédération des États du Sahel, et en même temps, une conférence à Abuja de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se désolant du fait que 3 pays, en l'occurrence les 3 pays putschistes, avaient signifié leur rupture. Je cite le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, comme étant irrévocable. Alors, on a évidemment le sentiment qu'on a 2 agendas irréconciliables. D'un côté, les 3 présidents putschistes, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahmane Chani, ont joint l'acte à la parole, puisque depuis déjà quelque temps, ils avaient signifié, en janvier dernier, ces 3 pays, le Niger, le Burkina et le Mali, leur volonté de se séparer de la CEDEAO. Et quelques semaines avant, en septembre de 2023, avait été lancée, ou recréée plutôt, l'idée d'une charte du Liptako-Gourma, vieille idée qui remonte à 1970, où les 3 pays, Mali, Niger et Burkina, mettent en commun des moyens militaires pour faire face au narcotrafic et à l'insécurité devenue une insécurité terroriste. Or là, maintenant, cela prend des aspects juridiques qui ne sont pas reconnus par le droit international public, puisque théoriquement, ces États n'ont pas encore pris totalement la porte de sortie de la CEDEAO, puisque théoriquement, il y a 1 an entre le moment où on dit que l'on sort de la CEDEAO et au moment où c'est acté. Donc pour l'instant, ils sont encore dans la CEDEAO. C'est la raison pour laquelle il y a des sanctions contre des 3 pays et des sanctions qui ont été levées, notamment vis-à-vis du Niger. Donc on est dans une situation un peu difficilement acceptable pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle le président nigérian, qui a été reconduit pour un nouveau mandat, l'amenant donc à la présidence de CEDEAO jusqu'à mi-2025, a mandaté 2 présidents, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo, pour essayer de ramener les 3 pays récalcitrants à la raison, pour essayer de les convaincre de ne pas sortir de la CEDEAO, auquel, je rappelle, ils estiment qu'ils font toujours partie. Et puis de l'autre côté, les 3 présidents à Niamey, les 3 ministres des Affaires étrangères qui étaient à Bruxelles la semaine d'avant ont évoqué le fait qu'il s'agit là d'une nouvelle organisation, qu'il ne s'agit pas là d'une organisation visant à rompre avec les 13 autres pays qui composent la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, appelant à une pleine souveraineté, appelant à des partenariats, je cite, sincères et honnêtes, et
en faisant référence à ceux qui les porteraient, et de nommer la Turquie, la Russie et la Chine contre ceux qui sont radicalement présentés comme les ingérences de l'extérieur, en l'occurrence la France, qui est accusée nommément par Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, ou Bakary Yahou Sangaré du Niger, qui l'ont rappelé à l'occasion de la 36e édition du Forum de Crans-Montana à Bruxelles. Donc on est effectivement dans un paradoxe où d'un côté se créent finalement les fondamentaux d'une nouvelle organisation, donc la Confédération des États du Sahel, avec un peu les mêmes principes qui avaient sous-tendu la création de la CEDEAO en 1975, libre circulation des personnes, une force militaire unifiée entre les trois forces armées, la création d'une banque d'investissement, d'un fonds de stabilisation, bref, tout ce qui avait amené les 15 pays d'Afrique de l'Ouest à se fédérer. Donc, je pense que nous avons là encore quelques semaines et quelques mois de difficiles agrégations entre deux visions radicalement différentes. Ces trois pays veulent s'autonomiser, d'ailleurs avec parfois une sorte de tacite accord de la part d'un certain nombre de pays. J'ai cité le Togo, j'ai cité le Sénégal, qui sont ceux qui dialoguent encore avec les forces militaires, mais le 15 juillet va être présent à Paris le président tchadien Déby, Mahamat Kaka Déby, réélu, qui va être reçu par le président Emmanuel Macron pour parler d'autres choses, entre autres, notamment de la présence militaire française au Tchad. Mais on sait aussi que le Tchad regarde avec beaucoup d'intérêt l'idée, non pas d'intégrer la CEDEAO, auquel elle n'appartient pas, mais peut-être de trouver des partenariats avec cette nouvelle confédération des États du Sahel. Alors le Sahel encore, au Maroc, il y a eu un forum à Dakhla, c'est pas neutre, c'est pas Marrakech ou Casa, non, c'est à Dakhla, donc tout le monde comprend ce que ça signifie, où le directeur général, avec rang d'ambassadeur de l'Agence marocaine de coopération internationale, M. Mohamed Medkal, a dit que le processus de mise en place des corridors atlantiques, selon l'idée de Sa Majesté Mohamed VI, commençait à être opérationnel. Enfin, en train d'être opérationnalisé, c'est ça l'expression. Juste, moi, je regarde la carte, et je veux dire, que ce soit jusqu'au Tchad, jusqu'à l'Atlantique, de toute façon, si on fait un corridor qui débouche sur un port, par exemple, ou une autoroute, je ne sais pas. En tout cas, il faut passer par la Mauritanie, puisque sinon, il faudrait passer par l'Algérie, ce qui est juste impensable. Alors, justement, la Mauritanie ne réagit pas trop pour l'instant. Est-ce que, par ailleurs, elle est courtisée par l'Algérie? Est-ce que c'est par crainte de déplaire à l'Algérie? Oui, alors il y a évidemment beaucoup de cela. Le président Ghazouani, qui a été réélu, est dans une logique où il est aussi président pour un an, un peu contraint et forcé, car je rappelle qu'on lui a donné la présidence de l'Union africaine, car l'Algérie et le Maroc s'étaient invalidés l'une vis-à-vis de l'autre, l'Algérie n'acceptant pas le Maroc n'acceptant pas l'Algérie, puisque c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, pardon. Donc on a rajouté, comme il se doit, la Mauritanie, puisqu'elle fait partie de l'Union du Maghreb arabe depuis sa proposition et création avortée en 1989. Alors, effectivement, la Mauritanie est un échelon indispensable, un maillon absolument structurant de cette nouvelle initiative du roi, Mohamed VI, qu'il a proposée en novembre dernier, visant à créer non pas seulement des corridors visant à désenclaver les pays qui le sont, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, mais surtout à créer une cohésion qui irait de Tanger jusqu'au Cap, 23 pays, le long donc de l'océan Atlantique, pour permettre un développement structuré, concerté de la façade atlantique et de l'interland africain. Et comme vous l'avez parfaitement évoqué, il faut permettre d'avoir des corridors pour essayer d'autoriser ou de permettre ou de favoriser les exportations des pays qui ont besoin d'exporter leurs richesses. Alors il y a deux options. Soit on va vers le sud, dans le Guinée, vers le Bénin, vers le Togo, vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana, ou soit on va vers l'ouest, le Sénégal ou la Mauritanie. Et
par extension le Maroc. Vous avez mentionné le fait qu'effectivement, un certain nombre de ces pays doivent traverser l'Algérie. Ce qui pose problème, car l'Algérie n'accepte pas, ou n'acceptera pas, mettons-le au futur, un transit allant vers ou favorisant le Maroc, en particulier, et notamment les provinces du Sud, qu'elle ne reconnaît pas, ou du moins dont elle reconnaît la volonté de s'émanciper donc du rattachement au Maroc depuis 1975. Donc on est effectivement dans un blocage, et le président mauritanien peut débloquer la situation, ou le président mauritanien peut la temporiser. Il est plutôt dans cette logique, aujourd'hui. Il est dans cette logique car il voudrait faire en sorte que, déjà, asseoir sa légitimité comme président de l'Union africaine pour ne pas avoir à gérer des crises pendant sa présidence. Il a parfaitement conscience que le développement exceptionnel de son pays, avec 14% d'augmentation de son PIB, reconnu par le FMI comme un élément moteur d'agrégation de l'ensemble de l'espace régional, doit aller de pair avec une volonté de ne se fâcher avec aucun de ses voisins. L'Algérie faisant partie de ses voisins. Donc il est dans une logique, à mon avis, où, pour l'instant, pas grand-chose à bouger. Je pense que les autorités marocaines l'ont comprise. C'est la raison pour laquelle Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, avait déjà convoqué en novembre dernier un premier sommet rassemblant les 3 pays, entre guillemets, putschistes, dont les processus de transition nous amènent loin. 2029 pour le Mali, 2027 pour le Burkina et 2026 pour le Niger. Donc pour essayer de, là aussi, temporiser et trouver les solutions pour que les populations maliennes, nigériennes et tchadiennes puissent exporter leurs denrées, notamment leurs denrées économiques. La question se pose aussi vis-à-vis du Niger, qui regarde des deux côtés, et notamment du côté du Bénin, pour exporter non seulement son uranium, dont 25% bénéficient à l'énergie européenne, à l'électricité européenne, mais surtout son pétrole. Et là, pour le coup, et c'est peut-être un élément supplémentaire à votre interrogation, il y a des acteurs étrangers qui ont intérêt à ce que cela puisse être parfaitement, à défaut d'être transparent, parfaitement fluide. La CNCP, la Chinese National CNPC, Chinese National Petroleum Corporation, qui a besoin d'exporter le pétrole qu'elle a découvert ou qu'elle exploite dans le nord du Niger vers le Bénin. C'est la raison pour laquelle il y a une tension très forte entre le Bénin et le Niger à ce propos. Mais vous avez raison, l'initiative atlantico-africaine ne pourra se faire que s'il y a une parfaite adéquation avec l'objectif que le roi du Maroc m'a proposé. Il y a un autre contendeur, si je puis m'exprimer ainsi, ou un autre pays qui bloque un peu cette initiative, c'est le Nigeria. On peut le comprendre, car le Nigeria regarde aussi dans une autre direction. Autant le pétrole, le gaz a vocation à être transité de Lagos vers Tanger pour aller vers les marchés européens, mais le Nigeria n'a pas totalement abandonné l'idée aussi de le faire transiter par le Niger, puis par l'Algérie, vers la Méditerranée. Donc vous voyez que sur le papier, tout amènerait à ce qu'il y ait une intégration subrégionale qui ne soit plus seulement ouest-africaine, ou tout moins qui serait plutôt occidentalo-africaine, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe, le long du rift océan Atlantique, mais avec des pays qui regardent avec beaucoup de circonspection, disons-le diplomatiquement, l'initiative marocaine, la Mauritanie, le Nigeria, si on va tout au sud, l'Afrique du Sud, qui a les mêmes préventions par rapport à cette initiative. Alors vous avez cité le président El Ghazouani, qui a été réélu début juillet avec 56 et quelque chose % des voix, ce qui suggère que ce n'est pas un plébiscite, donc ce n'est pas un il a été élu, il a une majorité. Donc ce qui suggère que les élections étaient sincères, on va dire. Cependant, elles sont, un candidat qui conteste, il y a eu quand même des manifs après, et il y a eu 3 morts. Bon. En même temps, c'est la deuxième alternance élue, démocratiquement du pays qui a beaucoup d'atouts, notamment, c'est un pays où il y a depuis de nombreuses années, je crois depuis le début des années 2000, il n'y a plus d'attentats. 2009. 2009, bon, ça se passe bien. Donc, en plus, vous l'avez cité aussi,
On attend l'année prochaine plus de 14% de croissance. Donc on a l'impression que tous les clignotants sont quand même ouverts en Mauritanie. Hein. Oui, alors la Mauritanie est exemplaire finalement de la diversification économique auquel on s'attendrait pour tendre vers les 17 objectifs du développement durable. D'ailleurs, parmi les 17 objectifs du développement durable, il y a une croissance non pas exclusive mais inclusive de 8% minimum. Donc la Mauritanie en bénéficie, tout comme le Rwanda, tout comme le Kenya et d'autres pays. Mais la Mauritanie a cet avantage d'avoir une diversification de son économie qui n'est pas seulement gagée sur une monoactivité, mais qui va s'appuyer sur trois éléments, disons, je rajoute un troisième, qui vont diversifier son économie. Premièrement, un regain d'activité sur les infrastructures touristiques, notamment dans le nord du pays, autour du banc d'Arguin, et là, pour le coup, dont pourra bénéficier le sud marocain et vice-versa, avec la mise en place d'une attractivité économique et touristique autour donc du nord de la Mauritanie et du sud du Maroc. Le deuxième élément, c'est bien évidemment la découverte absolument fondamentale, phénoménale, de gisements pétroliers et gaziers au large de la Mauritanie, au large du Mali, et potentiellement, si on fouillait un petit peu plus, ou si on excavait un petit peu plus, ou si on prospectait un petit peu plus, au large des Canaries, et donc au large ce qu'on appelle pour certains le Sahara occidental ou le Sahara marocain, mais pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Donc, ça va dire qu'il va y avoir cela va générer des revenus supplémentaires. Cela, par exemple, pour le Sénégal, on pourra y revenir, mais c'est 1 milliard d'euros par an pour les 30 prochaines années qui vont rentrer dans les caisses du pays. Il faudra voir comment les différents responsables politiques vont les ingérer d'une certaine manière ou les insérer, les intégrer dans le développement donc endémique du pays, mais cela va provoquer évidemment une activité supplémentaire pour la Mauritanie. Et puis le troisième élément, vous l'avez mentionné, l'Afrique, pour se développer, a besoin d'infrastructures et notamment de ports en eau profonde. Il faut construire ces ports en eau profonde le long de la façade atlantique, et c'est justement là où la Mauritanie va investir pour permettre le désenclavement d'un certain nombre de pays du Sahel dont dépend la stabilité économique, mais surtout la stabilité politique, pour ne pas dire la stabilité sécuritaire. Car s'il y a une extension et une capacité de dialogue entre la Mauritanie et le Sénégal et les pays du Sahel, force est de constater que ces pays du Sahel ne se sentiront plus seuls et ne pourront pas exhiber du fait qu'ils se recroquevillent sur eux-mêmes, car la communauté internationale leur donne le sentiment de trop les engoncer ou trop les enfermer dans une démarche sécuritaire imposée et non pas voulue. Donc tout bénéficie ou tout participe de la même logique de stabilisation. La Mauritanie a un autre problème, c'est qu'elle n'appartient plus à aucune organisation subrégionale, car elle est sortie en 2000 de la CEDEAO, car c'est un pays qui s'appuie sur la charia. Or, l'acte constitutif de la CEDEAO précise qu'aucun pays ne peut s'appuyer sur un texte religieux, un texte constitutionnel religieux. Donc elle est sortie de la Ligue arabe. Ah pardon, oui. Parce que c'est oui, quand oui, pardon. l'Afrique du Nord. Absolument. Non, vous avez raison. Je révise doublement mon propos. Elle appartient évidemment à la Ligue arabe, elle appartient évidemment à l'Organisation de la coopération islamique, elle appartient à la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, mais elle n'appartient plus à la CEDEAO. Et elle n'appartient pas de facto à l'Union du Maghreb arabe, puisque l'Union du Maghreb arabe est morte. Et quand il s'est agi de la relancer sur initiative tunisienne, ni le Maroc ni la Mauritanie ne sont venus. Donc, elle a effectivement cette difficulté, alors qu'elle est par ailleurs, alors que le président El Ghazouani, est président de l'Union africaine. Donc, effectivement, il y a ce paradoxe d'un pays qui est pivot, qui est indispensable, et qui, malgré tout, est perclus par un certain nombre d'oppositions fondamentales. Le mouvement islamiste est fort en Mauritanie, même s'il ne s'exprime pas avec autant de force ou différemment que ne le font les groupes armés terroristes qui s'expriment avec violence, donc plus à l'est. On l'a mentionné, depuis 2009, il n'y a plus d'attentats visant les autorités mauritaniennes, les forces de sécurité ou les forces occidentales. Alors,
un exemple de deux poids, deux mesures à l'africaine, si on peut dire, le Gabon, qui avait été suspendu de son adhésion à l'Union africaine, donc il y a un an, à la suite du coup d'État du mois d'août 2023. Le président de l'Union, Moussa Faki Mahamat, a déclaré ces jours-ci qu'il envisageait, que l'Union africaine envisageait positivement de réintégrer le Gabon au motif que la transition se passe bien et qu'elle est agréée en gros par la population. Quel commentaire ça vous inspire, Emmanuel ? Écoutez, c'est tenu il y a quelques heures, quelques jours, à Libreville, un sommet autour de la défense de la forêt primaire, dans la logique du One Forest Summit qui avait eu lieu en mai de l'année précédente, auquel avait participé du reste le président Emmanuel Macron, et quelle ne fut pas la surprise de voir le président Oligui, le président donc, de transition, lui aussi, après le coup d'État du 26 août dernier, finalement s'exprimer comme s'il était un chef d'État comme les autres, au président Denis Sassou Nguesso, lui donnant du grand frère, en mettant en avant le fait que le Gabon est de facto réassocié à l'ensemble de la coopération régionale, la protection de la forêt dense, l'intégration ou la réintégration dans la communauté économique des États d'Afrique centrale. Moussa Mahamat Faki a évoqué le fait que le Gabon avait toute sa place au sein de l'Union africaine. Donc en fait, le jeu se remet progressivement en place. Le président gabonais fut accueilli avec tous les égards dus à son rang à l'occasion d'une visite de travail qu'il a effectuée à Paris. Donc on voit bien qu'il y a peut-être deux poids, deux mesures dans les coups d'État qui contraignent la présence militaire française ou obligeant à tenir compte d'un agenda qui n'est plus aussi favorable à la mobilisation et à la coopération avec des États comme la France, les 3 États du Sahel qu'on a mentionnés, et puis 2 États qui se trouvent un petit peu dans la même situation, la Guinée, coup d'État en septembre 2021, et le coup d'État au Gabon, qui fait que les présidents Oligui d'un côté et le président guinéen, le président putschiste, Mamadou Doumbouya, lui-même issu d'un coup d'État en septembre 2021. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où le Gabon, parce que c'est un élément important en Afrique centrale, car il y a la logique visant à désenclaver aussi, là aussi, un certain nombre de pays, la République centrafricaine étant parmi les plus concernés, revenant dans le jeu international ou dans le jeu subrégional. Emmanuel, il nous reste 3 minutes. Donc on va venir à un sujet, il y en a bien d'autres que j'avais prévus, mais qui vous intéresse, je le sais. C'est le plan Mattei de Madame Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, c'est l'équivalent de notre Premier ministre. Avec, elle a proposé 8 milliards d'aides en partenariat public-privé à l'Afrique, en contrepartie d'une régulation de l'immigration illégale. Il se trouve que Charles Michel, le président de la Commission européenne, du Conseil européen, dit que ce sont des partenariats basés sur le respect et la confiance mutuelle. Autrement dit, il a une appréciation positive. Est-ce que cette démarche de Mme Meloni peut faire école en Europe ? Alors, le plan Mattei, pour l'instant, est une projection intellectuelle, ce n'est pas encore une réalité. Vous mentionnez les 8 milliards d'euros de partenariat public-privé, qui, en fait, s'appuient de manière assez classique sur des investissements sur des secteurs d'activité permettant d'éviter une asymétrie du développement auprès d'un certain nombre de pays, l'éducation, le développement durable, les infrastructures, le numérique, la santé, le secteur de la santé, la question évidemment donc migratoire, mais de manière assez classique, dans le sens où le plan Mattei s'insère dans un jeu dans lequel Madame Mattei n'est pas la seule à vouloir jouer. Premièrement, Giorgia Meloni est présidente du G7. Et dans le même temps, elle va faire financer une partie du plan Mattei dans la volonté émise par un certain nombre de pays africains qui étaient présents lors du sommet du G7 de Bari il y a de ça 2 semaines, de multiplier par 3
les investissements des pays du G7 vers le continent africain. Le Kenya, la Mauritanie, le Rwanda, que sais-je encore, qui était présent, le Mozambique, qui avait été invité, et le Premier ministre éthiopien qui avait été invité par Mme Meloni. Donc, finalement, Mme Meloni fait exactement comme avait fait la chancelière Angela Merkel en 2017. La chancelière Angela Merkel en 2017 présidait le G20, et c'est à ce moment-là qu'elle avait lancé le Compact with Africa, 300 millions d'euros par an, pour aider un certain nombre de pays désignés comme des partenaires privilégiés. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Mozambique, Angola, Éthiopie, Kenya et Rwanda. Donc à peu près les mêmes. Donc Mme Meloni, finalement, ne fait que reproduire ce qu'avait mis en place la chancelière allemande, d'utiliser les outils dont la communauté internationale dispose, le G20 et les fonds du G20, le G7 et les fonds que les entreprises, autant que les États, vont mettre en application. On pourrait même rajouter le fait que la France a fait à peu près pareil quand elle a réuni en mai 2021 puis en juin 2023 des chefs d'État et de gouvernement africains pour son sommet sur les économies émergentes africaines, en mettant en avant qu'elle voulait flécher une partie des droits de tirage spéciaux du FMI vers l'Afrique, en augmentant ce chiffre de 33 milliards à 100 milliards. On peut même dire, pour aller vite, que le président du Conseil de l'Union européenne, sur une base semestrielle, Viktor Orban, va faire exactement la même chose, car Viktor Orban a déjà annoncé qu'il allait profiter de sa présidence semestrielle pour faire le premier sommet des pays de l'Europe centrale, le groupe de Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, vers le continent africain. Donc chaque État va bénéficier ou veut utiliser les organisations internationales pour les africaniser. Et c'est heureux. Le G20 est désormais un G21 avec l'Union africaine qui siège de plein exercice. Les G7 ne sont plus des G7, mais des G20, 21, 22, où on invite les représentants des organisations subrégionales, la CEDEAO, on invite la présidence en exercice de l'Union africaine. Donc on voit bien qu'il y a un jeu concomitant qui pourrait d'ailleurs être associé aussi avec l'Union européenne, puisque l'Union européenne a aussi sa grande stratégie ou sa grande vision stratégie pour le développement du continent africain à travers le Global Gateway. Et le Global Gateway, c'est 300 milliards d'euros d'investissement sur les 15 prochaines années, à l'horizon 2030-2040, mais dont la moitié sont consacrés à l'Afrique. Donc en fait, c'est une sorte de route de la soie de l'Europe vers l'Afrique, comme la Chine a fléché une partie de ces 1100 milliards de dollars d'investissement dans le cadre des routes de la soie à l'horizon 2049. Merci Manuel. On n'a plus le temps de continuer. Ah, on a été trop bavard. De nouveau trop bavard. Vous avez parlé de l'Europe centrale et de l'Afrique. Le moment venu, on fera une émission peut-être sur ce sujet. Oui, c'est un sujet à suivre avec beaucoup d'intérêt. Et maintenant, chers amis, nous allons accueillir pour la deuxième mi-temps de Afrique Actu 7, M. Papa Amadou Sarr. Tout le monde devine qu'il est sénégalais, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui est surtout directeur exécutif de l'AFD, l'Agence française de développement, qui abonde à hauteur de 5 milliards d'euros par an et depuis plusieurs années en faveur de l'Afrique, bien sûr surtout des prêts, mais aussi des dons. Voilà, à tout de suite. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Donc, nous voilà avec M. Papa Amadou Sarr, directeur exécutif de l'Agence française de développement, l'AFD, et cher Paps, puisque c'est votre diminutif, comme les plus grands personnages d'ailleurs. Cher Paps, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir, parce que vous êtes un personnage important de la coopération entre la France et l'Afrique. Alors, avant d'arriver à l'AFD en septembre, il y a 2 ans,
vous étiez ministre délégué général à l'entrepreneuriat du Sénégal. Donc vous êtes doublement légitime à parler de ces choses, du développement, de la coopération. Alors d'abord, en tant que directeur exécutif de l'AFD, voulez-vous nous rappeler les valeurs et les axes d'action de l'agence dont vous êtes l'un des personnages les plus importants, puisque directeur exécutif? Merci Alfred, et je te remercie très sérieusement de m'avoir invité aujourd'hui à Télé Sud pour pouvoir participer à cette émission à tes côtés, pour parler de l'actualité de l'Agence française de développement, au sein duquel j'exerce les fonctions de directeur exécutif en charge du partenariat, la mobilisation, la communication depuis septembre 2022. Comme tu l'as dit, auparavant, j'ai eu à occuper les fonctions de ministre délégué général en charge de l'entrepreneuriat au sein du gouvernement sénégalais. Donc aujourd'hui, j'exerce ces fonctions au sein de l'agence pour accompagner les pays en développement, comme j'ai eu à le faire au Sénégal. Et comme tu l'as dit, l'Agence française de développement est une vieille institution, la plus ancienne actuellement, des banques publiques de développement, créée en 1941 par le général de Gaulle, et à l'époque pour accompagner, sous forme de trésor de guerre, le territoire français, mais aussi les territoires d'outre-mer et en Afrique, aujourd'hui appelée Agence française de développement depuis 1998, pour mettre en œuvre la politique de développement du gouvernement français sur les questions d'ODD, Objectifs de développement durable, de climat, de biodiversité, de nature, dans des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture, l'eau et l'assainissement, les infrastructures, l'énergie, etc., etc. Et l'agence aujourd'hui a plus de 80 ans et est active très même partout dans le monde. Et nous avons aujourd'hui, je suis très à l'aise de le dire, investi beaucoup sur le continent africain, où je dirais en moyenne 50% des activités se concentrent sur le continent africain. Oui, ce qui représente 50% autour de... 12 milliards d'euros par an en moyenne que nous investissons sur le continent africain aujourd'hui. Non, c'est plutôt 5-6, non? 12, on est à 12 milliards d'euros. Oui. Ah bon? Ah oui, on a doublé. Ah, je crois que c'était le global. Ah non, non, on fait 12 milliards Ah, pardon. en moyenne par an. Ah ben alors, Ouais. c'est encore mieux. Absolument. Alors, Et ça, c'est sans compter les activités de Proparco, notre filiale Ah ben voilà, qui s'occupe oui. du secteur privé, on va y arriver tout à l'heure, Oui. qui a fait, pour 2023, un peu plus de 2 milliards d'euros, avec plus de 50% sur l'Afrique. Et nous avons aussi notre filiale qui s'occupe de l'assistance technique, Expertise France, qui émet environ des centaines de millions d'euros par an, notamment en Afrique, mais en Asie et au Moyen-Orient. D'accord. Ben là, vous avez répondu à deux questions qui étaient... Alors, cher Paps, donc avant de rejoindre l'AFD, vous étiez ministre délégué général à l'entrepreneuriat au Sénégal. Ce que moi, dans le jargon journalistique, j'avais appelé la délégation à l'emploi rapide. Et en fait, vous avez développé une idée assez intéressante que vous allez nous dire rapidement, mais qui vous a conduit à prendre des initiatives à l'AFD comme Choose Africa 2, dont vous allez nous parler également. Mais d'abord, quelques mots sur ce que j'appelle la délégation. Effectivement, avant de rejoindre l'Agence française de développement, j'ai eu à exercer les fonctions de ministre délégué général auprès du président Macky Sall qui m'avait nommé à l'époque pour m'occuper justement de la question lancinante de l'emploi des jeunes, qui est aujourd'hui une problématique majeure sur tout le continent africain. Et l'initiative servait à mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs femmes et jeunes de 18 à 40 ans pour les hommes et sans limite d'âge pour les femmes, des crédits, de la dette, de l'equity, des fonds propres,
mais aussi des systèmes de garantie leur permettant de développer soit leur entreprise existante ou de créer de nouvelles entreprises en les accompagnant dans la formalisation, l'assistance technique, l'accès au marché, mais aussi avec du crédit direct pour permettre de développer ces activités. Ça a pu impacter des centaines de milliers de jeunes entrepreneurs, notamment des femmes, qui étaient plus de 60% adressées par ces ressources, autour de 200 millions d'euros en 4 et 5 ans quand j'ai quitté en mars 2022. L'objectif initial du président à l'époque, c'était justement doublement d'accompagner les jeunes entrepreneurs, mais aussi les jeunes qui étaient formés. Il y a environ 150 à 200 000 jeunes sénégalais qui sont formés par an par le système éducatif ou dirais-je de l'enseignement supérieur, et ils ne peuvent pas tous être employés par la fonction publique. Donc il faudra pour certains être employés par le secteur privé, mais aussi d'autres mettre en place des initiatives entrepreneuriales. Et du coup, il y avait des problèmes de débouchés financiers, d'accès au crédit, parce que les banques ne prêtent pas forcément aux jeunes ou aux plus pauvres ou ceux qui n'ont pas de garantie. Donc nous avons mis en place ces mécanismes qui a bien marché dans le sens où aujourd'hui ça continue à faire des émules, notamment dans la sous-région, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Togo, je dirais même dans les 2 Congos. Et ce qui a poussé la France à travers l'initiative Choose Africa 2, qui est la continuation de Choose Africa 1, qui avait déjà été mise en place de 2018 à 2013, qui a permis d'accompagner des entreprises du secteur privé, mises en œuvre par notre filiale du secteur privé Proparco, pour justement accompagner ces PME et grandes entreprises africaines basées sur le continent. L'initiative Choose Africa 2, que je dirige en partenariat avec la Banque publique d'investissement française, BPI France, vise justement à accompagner les gouvernements, le secteur public, à mettre en place des politiques publiques favorables à l'accompagnement et à l'essor des TPME, comme on l'a fait au Sénégal, avec un projet pilote de 1 milliard d'euros que nous menons sur ces 3-4 prochaines années, je dirais 10 prochaines années, avec 4 pays pilotes, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Je suis heureux de le dire. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons approuvé récemment un prêt de 80 millions d'euros pour accompagner les jeunes entrepreneurs ivoiriens dans cette perspective. Le Sénégal, le Bénin et le Togo vont suivre d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année 2025. Et c'est une initiative qui a pour vocation de continuer dans les années à venir, parce que c'est un peu, ça fait partie des résultats, ou dirais-je des acquis de l'agenda transformationnel du président Macron, qui depuis son voyage à Ouagadougou a justement mis comme priorité la jeunesse, le sport, la culture et le co-développement entre l'Afrique et la France. Et du coup, nous travaillons beaucoup, l'AFD, avec les différents partenaires, que ce soit BPI France, le Trésor français, le Quai d'Orsay, et d'autres partenaires externes à la France, comme la Banque africaine de développement, qui a une initiative aussi qui s'appelle Youth Entrepreneurship Investment Bank, qui vise à accompagner des entrepreneurs africains sur le sol africain. Du coup, l'AFD et la Banque africaine de développement rejoignent leurs forces pour pouvoir accompagner ces jeunes entrepreneurs faire de lance de l'économie africaine. Oui, je vais juste rebondir sur le mot formalisation que vous avez employé. Oui. Parce qu'en fait, moi, je trouvais que c'était... Enfin, je trouve que c'est très, très original d'avoir pensé à aller chercher, puisque, bon, il y a le chômage des jeunes notamment, mais il y a aussi l'économie informelle qui est très, très majoritaire, grosso modo, partout en Afrique. Donc parce que 95% de plus Donc c'est un vrai défi pour les États. On comprend pourquoi, parce qu'il faut pouvoir élargir l'assiette fiscale et aussi normaliser tout ce qui va avec l'entreprise, c'est-à-dire Absolument. la sécurité sociale, etc. Donc vous avez eu cette idée quand même géniale, au lieu de camper sur une position morale, vous avez dit, des entrepreneurs, il y en a, ils sont dans l'informel, on va aller les chercher et leur proposer de se formaliser. Absolument. Sous réserve. Alors, avant de rejoindre l'ADER en 2017, j'avais été d'abord au ministère de l'économie et des finances, comme directeur général du secteur financier et conseiller technique du ministre des Finances de l'époque. Et nous avions fait le rebasage du PIB du Sénégal
et j'en étais le président du comité de pilotage avec l'Agence de la statistique et de la démographie. On avait découvert que l'économie sénégalaise était basée à plus de 90% sur l'économie informelle, des petits artisans, tailleurs, cordonniers, menuisiers, mécaniciens, des artisans, qui n'avaient pas forcément accès au crédit parce que pas formalisé, parce que dans des secteurs qui, même si généraient des revenus importants, n'étaient pas forcément dans la nomenclature des services financiers, notamment la Direction générale des impôts et domaines. Donc, nous avons eu un double objectif. Le premier étant, de pouvoir formaliser davantage l'économie. Et en 4-5 ans, nous avons pu formaliser un peu plus de 100 000 entrepreneurs qui avaient accès au registre de commerce, au NINEA, et à un compte bancaire, soit à travers les banques traditionnelles ou à travers les émetteurs de monnaie électronique, qui leur permettaient aujourd'hui, avec le mobile payment aussi, d'être bancarisés, d'être connus du fisc. Et nous avons mis en place un système de fiscalisation adapté qui permettait aujourd'hui aux artisans qui, pendant 2-3 ans, ne payaient pas d'impôts ou ce qu'ils pouvaient payer l'impôt minimum forfaitaire de 500 000 francs CFA, à peu près 1 000 € par an. Ce qui leur permettait, d'être connus du fisc, pas que, d'être connus des chambres consulaires, des chambres de commerce, d'être aussi en relation avec les bureaux de normalisation qui leur permettaient, de pouvoir avoir accès à l'information pour l'export, de pouvoir aussi avoir accès au marché que l'État peut leur fournir, mais aussi d'autres partenaires du secteur privé comme public. Donc ça a eu le double objectif, d'élargir, comme tu disais tout à l'heure, l'assiette fiscale, des revenus supplémentaires pour l'État, mais aussi pour ces entrepreneurs, l'accès au crédit bancaire et aussi aux garanties qui leur permettaient de développer leur business. Et je pense que beaucoup de pays sur le continent sont en train de faire la même chose, parce que ma théorie, elle était très simple. Aujourd'hui, ceux qui ne payent pas l'impôt, ceux qui se cachaient derrière justement ce secteur informel, parce qu'ils avaient peur justement du matraquage fiscal, ils avaient peur aussi du retour sur investissement. Mais aujourd'hui, avec ce dialogue de politique publique que nous avons eu au niveau du ministère des Finances avec ces acteurs, en leur disant, on n'est pas là pour vous asphyxier, mais on est là pour un devoir citoyen, civique, de payer l'impôt, qui va être retourné à travers les services publics qui vont être fournis aux entrepreneurs. Ils ont compris, ils ont joué le jeu, et c'est quelque chose qui prend forme aujourd'hui un peu partout sur le continent. C'est formidable. Et en plus, je trouve que c'est un exemple on va dire, de fertilisation croisée entre la pensée africaine, enfin en tout cas sénégalaise, on va dire, et la pensée occidentale un peu trop dans le rationalisme. Absolument. Qui a tendance à ne pas trop... Et on allait vers les clients. On mettait à disposition dans les régions, dans les communes, dans les départements, avec les tribunaux de commerce, des outils pour pouvoir se déclarer en ligne, obtenir le registre de commerce linéaire en 24 heures, au lieu de passer 3 mois comme ça se faisait avant. Alors, en amont de ça, oui. Il y a l'initiative Finance en commun, oui. que l'AFD, et notamment son DG, M. Rémi Rioux, porte depuis déjà quelques années. Et en quoi, donc, vous avez recensé les banques publiques d'investissement ou de développement dans le monde, vous en avez trouvé plus de 500. Oui. Et comment l'AFD dynamise cette association, on va dire, pour l'instant, Finance en commun, dont l'objectif, on l'a bien compris, c'est de financer les pays en développement, notamment l'Afrique. L'Agence française de développement est l'initiatrice, effectivement, du mouvement Finance en commun, qui est au sein de mon département, dont le directeur, le secrétaire général, M. Marico, ferait le plaisir de venir vous voir à l'occasion pour en parler. Et c'est une initiative qui regroupe plus de 500 banques publiques de développement et qui, aujourd'hui, fait des investissements annuels autour de 15% de l'investissement mondial total, à peu près 2500 milliards d'euros d'investissement, ce qui est colossal. C'est mettre ensemble ces banques publiques de développement autour d'une table chaque automne à partir de 2020 pour pouvoir parler des tendances mondiales sur l'investissement public, des enjeux majeurs du développement international
locale permet, le partage d'expériences, de pratiques entre banques publiques du Nord comme du Sud. Tu vas y trouver la BI au même titre que la DBSA en Afrique du Sud, ou la CDP, Cassa dei Depositi e Prestiti en Italie, ou la BOAD, etc., etc. Ce qui montre aujourd'hui l'originalité de cette initiative Finance en commun pensée et mise en œuvre par le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, il faut rendre à César ce qui est à César, et de catalyser les forces des banques publiques, des décideurs des banques publiques, premiers acteurs du développement en Afrique, dans le monde, en Amérique latine, partout, du développement de façon globale. Et ça devient un relais de croissance et de partenaires incommensurables des États pour pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques de développement. Alors justement, le rôle de ces 15%, 2500 milliards, c'est beaucoup, mais ce n'est que 15%. Donc 85% c'est le privé. Oui. C'est de servir de tremplin pour inciter le privé à investir aussi, on va dire dans tout ce qui pourrait ressembler à des biens communs, Oui. ce qu'ils ne vont pas faire spontanément forcément. Et alors, cette dialectique entre le privé et le public, on la retrouve au sein même de l'AFD. Oui. Puisque l'une de vos missions, c'est d'inciter, de promouvoir l'empathie envers le secteur privé. Absolument. Alors que l'AFD a une culture de public. Donc comment vous faites? Comment vous débrouillez avec ça? Je suis un pro-business, pro-secteur privé. Déjà, quand j'étais dans mes fonctions aux États-Unis, à la Fondation Gates, à l'OCDE à Paris, j'ai beaucoup poussé pour le développement du secteur privé en Afrique. Et quand j'étais au gouvernement sénégalais aussi, dans une de mes fonctions à la direction générale du secteur financier de la compétitivité, c'était la promotion du secteur privé et des partenariats publics-privés. Parce que je crois fortement à la vocation et au rôle du secteur privé de créer de l'emploi, de créer de la richesse et accompagner les États dans leur rôle de politique publique. Et l'AFD ne déroge pas à la règle, car comme tu le sais très bien, nous avons au sein de l'AFD la filiale qui est en charge du secteur privé, Proparco, c'est notre SFI, pour ce qui est cette dernière pour la Banque mondiale, d'accompagner les initiatives du secteur privé. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est à plus de 2 milliards d'euros par an d'investissement, plus de 50% sur le continent africain, avec des secteurs aussi variés que l'accès à l'énergie, les renouvelables notamment, les infrastructures, les services financiers, l'intermédiation financière, l'appui aux PME et bientôt aux TPME, avec des partenaires de banques et d'institutions de microfinance qui nous aident à mettre en œuvre ces programmes et ces projets. Aujourd'hui, l'AFD est effectivement, comme tu le dis, en charge d'accompagner les États à travers des prêts souverains et non souverains, mais sa filiale Proparco joue bien ce rôle moteur d'accompagnement du secteur privé. Et notre objectif, c'est que ce rôle grandit davantage dans nos pays d'intervention, parce que je suis convaincu, et l'agence aussi, que le rôle du secteur privé est clé. On ne peut pas travailler sans le secteur privé. Ce qui amène aussi à dire les synergies que nous créons avec le secteur privé français, avec qui nous travaillons davantage pour pouvoir bien mener à bon terme nos missions. Alors justement, le secteur privé, est-ce que vous travaillez avec des institutions, enfin des entités, on va dire plutôt, comme le MEDEF international, en particulier peut-être le Comité Afrique, oui, comme l'Alliance du patronat francophone, tout ce qui peut, ou la Chambre de commerce internationale, je ne sais pas, tout ce qui peut être, comment dire, un partenaire. Absolument. Contribuer. Et l'Agence française de développement a toujours travaillé avec le secteur privé français, que ce soit le MEDEF ou le CIAN, comme tu l'as mentionné. Et depuis mon arrivée, parce qu'il se trouve que les relations entre l'AFD et justement et le secteur privé, ces organisations patronales, se trouvent dans une de mes départements. Et mes équipes et moi avons initié et renforcé ce dialogue avec MEDEF International, avec qui nous avons eu 2 rencontres. Il y en a un récemment au mois de juin. Le CIAN aussi est un partenaire stratégique clé de l'AFD. Nous les avons invités à nos hivernales l'hiver dernier à Bercy, avec le ministre des Finances et de l'Économie, Bruno Le Maire, et d'autres acteurs pour parler justement des investissements français en Afrique.
et l'Alliance des patronats français, avec qui nous allons bientôt travailler ensemble dans le cadre de Francotech lors du sommet de la francophonie en octobre, ici à Paris et à Villers-Cotterêts. L'objectif étant de renforcer davantage le rôle moteur que le secteur privé français joue, et avec la tête de pont que sont le MEDEF, le CIAN et les autres acteurs. Et aussi, on travaille en format équipe France avec Business France et BPI France, qui ont pour eux des mandats liés de crédit export, d'accompagnement des entreprises françaises. Et comme tu le sais, nous avons un mandat délié pour pouvoir accompagner justement ces États à pouvoir bien utiliser ces ressources que sont apportées ces institutions que sont PPI et Business France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, chacun trouve son rôle et le joue très clairement dans l'équipe France, pour ne pas dire au plus large la Team Europe avec Global Gateway et l'Union européenne. Et je pense que ce travail va continuer. On a des rencontres régulières avec les organisations patronales, mais aussi les entreprises individuellement. Par exemple, un exemple concret, aujourd'hui, nous avons un accord cadre avec Suez, qui est dans le domaine de l'environnement, de la gestion des déchets, de l'énergie, où on a un échange de personnel qui nous permet de mettre quelqu'un chez eux, et vice-versa, qui nous permet de nous connaître davantage. Je l'ai dit à nos collègues de la MEDEF International, et le CIAN, Étienne Giros et Philippe, avec qui nous travaillons beaucoup, et pour pouvoir renforcer davantage cette coopération, pour permettre aux entreprises françaises de gagner davantage de parts de marché, d'être davantage accompagnées, financées par l'AFD et sa filiale du secteur privé Proparco, pour mener à bien sa mission, notamment en Afrique, mais pas que, en Amérique latine, en Asie et en Europe de l'Est. Oui, on sait très bien que vous êtes présent, je crois, dans 160 pays dans le monde, cher Paps. Absolument. Mais nous, on s'occupe de l'Afrique. Absolument. C'est pourquoi les questions... Non, absolument. Mais absolument. une autre fois, on pourra parler et de l'Afrique Québec, est très proche de mon cœur aussi, comme tu le sais. de la francophonie. Absolument. Alors justement, nous sommes à quelques jours de la présentation du nouveau plan stratégique de l'AFD. Oui. Alors, cher Paps, je ne vous demande pas de dévoiler les choses avant qu'elles ne soient dites par le délégué général ou le directeur général ou le président. Mais pour votre parti, qui est précisément votre mandat, vous êtes chargé notamment de la mobilisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur qu'est-ce qui est la nouvelle donne et aussi qu'est-ce que ça veut dire mobilisation dans votre contexte? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Comme tu l'as si bien dit, le nouveau plan d'organisation stratégique, le poste, comme on dit, 5 de l'AFD, est en phase d'adoption par nos instances, notamment le conseil d'administration, auquel il va être présenté le jeudi 11 de ce mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'un des 4 piliers de ce poste est la mobilisation. La mobilisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une action collective de mobilisation des ressources financières, de la connaissance, de l'expertise et des citoyens. Aujourd'hui, depuis 2 ans, le directeur général Rémi Rioukay m'a recruté, m'a confié cette tâche de donner corps à cette stratégie que nous avons co-construite en interne avec les différents départements techniques avec qui nous travaillons, mais aussi avec nos 2 filiales, Proparco, Expertise France, et avec un comité de pilotage que j'ai co-dirigé, pour pouvoir mettre en œuvre notre ambition de collecter, de mobiliser plus de ressources en cofinancement, en garantie, en subvention, de la part de nos partenaires traditionnels que sont l'Union européenne, mais aussi des banques multilatérales telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, etc., etc. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui là-dedans, c'est que nous nous ouvrons à d'autres partenaires, notamment des partenaires du Golfe comme le Qatar Fund, la Banque islamique de développement, les Émirats arabes unis, des acteurs clés de l'écosystème du financement international qui ont ce qu'on appelle dans le jargon le deep pocket, qui ont des ressources importantes et qui ont besoin de l'expertise et de l'expérience de la France, de l'Agence française de développement, pour les aider justement, à mobiliser plus de ressources, à adresser les problématiques dans les pays et avoir de l'impact. Et enfin, des acteurs très importants,
les fondations. Aujourd'hui, nous travaillons avec des fondations telles que la fondation Bill et Melinda Gates, Rockefeller, Bloomberg, etc., pour ne citer que celles-là qui sont anglo-saxonnes, mais aussi des fondations françaises pour travailler ensemble, pour pouvoir adresser ensemble nos objectifs, avec la délégation de fonds sous forme de subventions de la part de ces fondations qui nous permettent, nous, Agence France Développement, de mettre en place des crédits bonifiés ou de faire ce qu'on appelle du matching ou du mixage, ou blended finance, pour pouvoir accompagner les pays qui ont des besoins énormes en termes de financement. Tu le disais tout à l'heure, on ne couvre que 15% des besoins globaux de financement. Donc aujourd'hui, on est très heureux et content d'avoir ces fondations ou délégués des fonds, d'avoir ces fonds du Golfe ou des acteurs de la société civile ou des personnalités, nous déléguer ces ressources, ces compétences pour pouvoir mettre en œuvre ces programmes. Enfin, et pas moins important, nous avons aussi au sein de ma direction exécutive la société civile, l'initiative OSC qui avait été mise en œuvre par Bernard Kouchner à l'époque, dans les années 90, qui vise à accompagner justement la société civile, les sociétés civiles françaises d'abord, avec Coordination Sud, plusieurs ONG avec qui nous travaillons, que ce soit Action contre la faim, que ce soit Save the Children, que ce soit d'autres ONG, SOS Sahel, etc., avec qui le GRDR, nous travaillons en leur mettant à disposition des ressources qui pourront répondre à leurs propres initiatives. C'est pourquoi ça s'appelle Initiative OSC, d'accompagnement de la société civile, des mises en œuvre de programmes, de projets de solidarité, de développement international que nous accompagnons. Et à côté de cela aussi, nous avons le partenariat avec les territoires, les collectivités locales, les régions, les départements avec qui nous travaillons pour pouvoir cofinancer des programmes en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Merci. Donc, on mobilise tous ces acteurs. Et enfin, pas moins important, l'expertise, l'assistance technique. Et aujourd'hui, avec notre filiale Expertise France, qui est dirigée par notre collègue Jérémy Pellet, vise à mobiliser l'expertise française, des techniciens français en activité comme à la retraite, mais aussi de plus en plus des experts locaux en Afrique, beaucoup, pour pouvoir accompagner les ministères des Finances, les ministères de la Santé, les ministères de la Défense, de l'Agriculture, tous secteurs confondus, pour pouvoir non seulement partager l'expertise française, mais aussi trouver des solutions locales aux problématiques de développement local. Monsieur le directeur exécutif, merci. Monsieur le ministre délégué, merci. Cher Paps, merci de votre contribution. Je vais juste ajouter un petit... D'ailleurs, tout ce que vous avez cité, Proparco, Expertise France, pourrait faire l'objet d'une émission spéciale, évidemment. Vous pouvez imaginer ça tous les 3 mois, quelque chose. AFD, mode d'emploi, parce que ça intéresse énormément de personnes, évidemment, et d'acteurs économiques. Mais je voulais juste ajouter une petite chose. L'AFD est devenu le premier partenaire de la Banque mondiale. Oui. Et en plus, assez récemment, vous avez été distingué par un prix des agences de financement, je ne sais pas trop, internationales. Oui. Donc, bravo. Merci. Merci Alfred, effectivement, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Effectivement, j'en parlerai au COMEX et nous allons pouvoir venir encore pour pouvoir parler davantage de ce que fait l'AFD, sa filiale en charge du secteur privé Proparco, mais aussi celle en charge de l'expertise et l'assistance technique Expertise France, pour pouvoir effectivement parler davantage du rôle de l'Agence française de développement, qui est aujourd'hui l'un des acteurs principaux de la coopération bilatérale derrière les Allemands, la KfW, et comme je l'ai dit tantôt, la première institution créée en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale pour accompagner le développement international. C'est quelque chose d'inédit. Et tu l'as dit si bien dit, aujourd'hui nous sommes le premier partenaire de la Banque mondiale en termes de cofinancement dans les pays en développement. Et nos collègues de Proparco, le secteur privé, ont eu 2 ou 3 prix comme ceux des meilleurs arrangeurs financiers, développeurs, pour mettre en place le financement du développement. Nos collègues aussi de la direction financière font partie de ce travail. En gros, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif sous la houlette du directeur général Rémi Rio, qui mobilise les compétences des uns et des autres au service de la France, de l'Europe et du monde. Vous serez en tout cas toujours les très bienvenus. Mais là, on doit arrêter parce qu'on a débordé le temps imparti. Merci encore. Merci beaucoup, Alfred. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour Afrique Actu numéro 8. Bonne journée à tous.